Donc je m'appelle Jean Louchal et je préside l'association pour le respect des droits de l'homme à Djibouti, qu'on appelle ARDHD. Comment avons-nous créé cette association? Entre 81 et 85, j'ai eu l'occasion de faire de nombreuses missions à Djibouti pour des entreprises qui n'avaient rien à voir avec les droits de l'homme, et j'ai rencontré un certain nombre de Djiboutiens avec lesquels j'ai noué des relations d'amitié, dont un qui est avocat. Et vers 86, je n'ai plus eu l'occasion de refaire des missions. Et en 91, nous avons reçu un papier qui nous a été apporté par une jeune fille djiboutienne, très rapidement, qui n'a pas voulu nous donner son nom. C'était un petit morceau de papier en triangle. Et dessus, il y avait marqué « Sauvez-nous, ils vont nous tuer », signé cet avocat, qui s'appelait Aref. Aussitôt, avec mon associé qui est dans cette salle, nous nous sommes dit « Qu'est-ce qu'on peut faire ?» Alors nous avons cherché à avoir des informations, nous avons découvert qu'il avait été mis en prison avec un certain nombre d'autres personnes, et son oncle, Ali Aref, qui avait été le président du Conseil jusqu'à la fin de la colonisation française. On s'est dit « Qu'est-ce qu'on peut faire pour eux ?» Alors on était plein de naïveté. Alors on se dit, on va en parler à la presse, l'ancien président du Conseil de Djibouti, sous la présence française, qui est mis en prison, qu'on va tuer, on va aller voir la presse. Bon, ça n'a pas mis 8 jours pour qu'on comprenne que nous n'intéressions personne. En plus, c'était le début de la première guerre d'Irak, qui intéressait beaucoup plus la presse que notre histoire à Djibouti. Alors, on s'est dit, il faut quand même les sauver. Et on a eu l'idée, à l'époque, les fax commençaient, c'était il y a 15 ans, les fax commençaient, on s'est dit, eh ben on va envoyer des fax pour montrer qu'en France, il y a des gens qui s'y intéressent. Et on a demandé à tous nos copains, tout notre réseau de copains d'envoyer des fax pour dire, on sait qu'ils sont en prison, on sait ce qui leur arrive, on les suit. Probablement ça a marché puisque 1 an et demi après, ils étaient toujours vivants, Maître Aref a été acquitté au procès, Ali Aref a été condamné, il est resté encore en prison, je crois, 1 an et demi, et il a été libéré. Alors on s'est dit, on a mis l'association plus ou moins en sommeil, continuons à s'intéresser à la situation. Et puis en 99, Maître Aref, avec lequel je continuais à le voir quand il venait à Paris, j'avais des relations d'amitié très fréquentes, m'annonce qu'il va être mis en prison pour escroquerie. Curieusement, c'était le moment des élections présidentielles et à mon avis, il aurait pu représenter un candidat potentiel. Donc on le remet en prison pour escroquerie. Là, nous disons il faut encore nous mobiliser pour lui parce que la prison de Djibouti, c'est pas très gai apparemment, c'est une chambre de 1,50 m, sans climatisation, avec pas toujours un toit qui protège du soleil, sont des conditions assez difficiles. Donc, nous demandons avec mon associé qu'est-ce qu'on va faire. Les fax, maintenant, il y en a partout, ça n'était plus la nouveauté. Et on s'est dit, on va créer un site internet. Et on a créé un site internet, on a appelé à l'époque libertéaref.com. Et ce site a permis d'abord de montrer qu'on s'occupait de l'affaire d'Aref, de publier tous les démentis ou toutes les informations qui venaient contre celles du pouvoir, puisque le pouvoir ajoute toujours tout ce qu'il veut. Donc on a pu apporter des informations avec l'aide d'associations sans frontières, avec l'aide de Survie. Et ce site a commencé à avoir des lecteurs de plus en plus chaque jour. Et en septembre, vers le mois d'août, Aref a été libéré. Guélé avait été élu en remplacement de son oncle, Hassan Gouled Aptidon. Donc il a été libéré. Et là, il y a un certain nombre de Djiboutiens qui nous ont dit, mais attendez, votre site, on commence à le lire, ça serait bien si vous nous publiez, si vous publiez nos informations, si vous publiez des informations, parce qu'on n'a que la presse locale, et la presse locale, elle est tenue bien sûr à 100% par le président de la République. C'est lui qui dirige la presse. En fait, il y a la radio-télévision, il y a un journal qui s'appelle La Nation, puis il y a une agence de presse qui s'appelle l'Agence djiboutienne d'information. Voilà les 3 médias qui sont à la disposition des Djiboutiens. Alors on a continué sur ce site à publier des informations, des courriers des lecteurs, des revues, des articles de presse, etc. Et le site a pris de l'ampleur puisqu'aujourd'hui il y a 3000 consultations par jour, ce qui veut dire qu'il y a 10 à 12 000 pages qui sont consultées par jour, ce qui est énorme, sachant que la population de Djibouti est entre 500 et 600 000 habitants.
Mais il n'y a pas que les Djiboutiens qui nous regardent, parce que je pense que la Banque mondiale se connecte toutes les 2 heures, et je pense qu'il y a d'autres officines qui ne doivent pas dire leur nom et qui viennent voir ce qu'il y a de nouveau. Bon, en 2004, un journaliste djiboutien, président d'un parti qui s'appelle le MRD, est arrêté pour avoir publié des informations sur le chef adjoint d'état-major qui s'appelle le général Zakaria, et dans lequel notamment il rapportait que certaines jeunes femmes militaires avaient dû quitter la vie militaire et se sauver, soit pour fuir les avances du général ou de certains officiers, soit parce qu'il n'avait pas couru assez vite. Donc, il est mis en prison, et nous prenons bien sûr sa défense, comme nous l'avons déjà fait avec d'autres personnes. Nous prenons sa défense, et nous publions 2 courriers de lecteurs qui attaquaient le général d'une façon, je veux dire, pas très sympathique. Mais tous les Djiboutiens vous diront qu'on n'a pas exagéré la vérité, et que même on était en dessous. Et je découvre au mois d'août qu'un avocat français m'envoie une lettre en me disant, voilà, je suis chargé du dépôt d'une plainte du général Zakaria contre vous, donnez-moi le coordonnées de votre avocat. J'appelle un ami avocat qui est maître Calatayud et qui me dit, bien sûr, j'assurerai ta défense, celle de l'association. Et puis je suis convoqué par la police, on me présentait 2 articles, je reconnais que, puisque l'officier de police les avait vus sur le site, je les reconnais, et puis l'affaire en reste là. Et puis au mois de mai, donc j'avais été convoqué au mois d'octobre, au mois de mai, je suis de nouveau convoqué par ce policier, qui là se montre beaucoup plus enquêteur, me pose beaucoup plus de questions. Mais qu'est-ce que je fais? Quels sont mes voyages? Pourquoi est-ce que j'étais en Italie tel jour? Pourquoi est-ce que ceci? Pourquoi est-ce que cela? Donc il y avait eu une enquête sur ma vie déjà assez fouillée. Et il m'interviewe 2 fois, et là je suis convoqué par la juge d'instruction qui me signifie ma mise en examen. Et là on me sort une 12aine d'articles. Et puis on me dit, mais il y a aussi sur un autre site des articles contre le général Zakaria, ça doit venir de vous parce que on a trouvé qu'il était possible qu'ils étaient mis en ligne à partir de votre bureau. Et puis on m'en rajoute, et puis on m'en rajoute. Bon, je suis mis en examen. Il y a une première audience qui s'appelle une audience pour préparer le procès. Et là, j'avais demandé à des Djiboutiens de venir comme témoins. On me dit combien vous êtes témoins? Je dis 6. Le juge est étonné, 6 témoins, ça nous prend de la journée. Bon, j'ai dit, ça prendra la journée. Et le juge me dit surtout, j'espère qu'ils ne vont pas en profiter pour parler de la situation de Djibouti. C'est bien du procès dont on va parler, et rien d'autre. Alors que je crois, mais Madame Borrell, qui est magistrate, me dira que en matière de diffamation, on a le droit de dire à peu près ce qu'on veut pour sa défense. Mais enfin, il me dit surtout, je ne veux pas qu'on parle d'autre chose. Bon. Nous faisons enregistrer les témoins, etc. Il y en a un grand nombre qui se désistent en disant « il y a des pressions sur notre famille, donc on ne peut pas venir, on est désolé, on aimerait bien être avec toi, mais ils ont menacé notre famille, on ne peut pas venir ». On avait essayé de faire venir des femmes qui avaient été violées. Alors vous imaginez bien que une femme violée n'a pas envie de venir le raconter au tribunal. Quand en plus elle est musulmane, la situation familiale est encore plus difficile. Et quand en plus le gouvernement djiboutien ne les laisse pas partir et que la France ne leur donne pas de visa, avec ça j'avais toutes les chances d'avoir des victimes au tribunal. Bon. Et le juge fixe l'audience au 18 octobre. Je n'avais pas, moi, fait le rapport tout de suite avec l'affaire Borrell, et bien entendu, notre site défend Madame Borrell depuis que nous en avons eu connaissance, et nous publions tout ce que l'on peut, et quand on peut lui envoyer une information, il est clair que nous faisons tout ce que nous pouvons dans ce cadre. Donc, on a fixé l'audience au 18 octobre, c'était justement la veille de l'anniversaire de la mort de son mari. Et là, l'audience a commencé vers 2h, 2h15, et mon avocat a pu plaider vers 11h30 du soir. Donc on a eu 12 heures d'audience, au cours de laquelle les témoins que nous avions ont pu s'exprimer.
Mais c'est là où il s'est passé quelque chose d'extraordinaire, c'est que vous savez qui étaient les avocats du général. Il y avait un avocat français, bon, mais le second était Maître Aref, celui que nous avions défendu, celui pour lequel nous étions battus, qui était là et qui venait témoigner contre moi. Qui était obligé, d'ailleurs c'est étonnant parce qu'il a fait sa plaidoirie, il était obligé de commencer sa plaidoirie par dire qu'il me vouait une reconnaissance éternelle. Mais il venait en plus dire que j'étais un salaud. Donc les juges ont été un peu étonnés de cette situation parce qu'elle ne doit pas être très fréquente devant un tribunal pénal d'avoir un avocat qui vient d'abord louer l'attitude de celui qu'il va poursuivre. Bon, ça s'est passé comme ça. Alors mes témoins ont pu faire état de ce qu'ils savaient en matière de corruption, puisqu'en fait on reprochait au général 4 points qui étaient la corruption, qui était la torture, qui était le viol des femmes, et aussi, je me souviens plus le 4e point. Bon, crime contre l'humanité. Ah oui, crime contre l'humanité, génocide. Merci Marianne. Donc j'ai des témoins, un qui est venu raconter comment on l'avait torturé, et c'était un moment fort, parce que c'est la première fois, et je crois que c'est un des bénéfices de ce procès, c'est la première fois qu'un Djiboutien a parlé devant une cour où ça a été acté, enregistré par le greffier, de la torture qu'il a subie personnellement, et de la façon dont il l'a subie. Le malheureux était tellement ému, il est écrivain, il a écrit plusieurs livres, dont Djibouti, une nation en otage, et il a lu son livre parce qu'il était incapable de parler. Et nous avons découvert après qu'il y avait mes témoins et tous les gens qui nous soutenaient, et de l'autre côté, il y avait les gens de l'ambassade de Djibouti à Paris, les gens de l'ambassade à Bruxelles, et il y avait l'un de ceux qui l'a torturé. Il n'avait pas pu le reconnaître parce que dans les conditions où il était il y a 10 ans, il ne s'en souvenait plus très bien, mais c'est l'un des autres témoins qui lui a dit « mais c'est l'un de ceux qui t'a torturé, qui était en liberté à Paris, au tribunal, et qui venait nous narguer. » Bon. Les autres témoins ont parlé de la... Il est surtout menacé. Oui. C'était une pression. C'était une pression. Il y a eu aussi, donc les autres témoins ont parlé de la corruption, ont parlé du génocide, d'un des génocides. Le général en a plusieurs à son actif, et j'espère que nous allons pouvoir monter une association de défense des victimes, ou des parents de victimes, car il y a eu un certain nombre de génocides à Djibouti, enfin de massacres, dont un à Riba, et il y en a eu un autre ce matin, puisque j'ai appris que la police avait tiré sur un quartier, et qu'il y a, on ne sait pas encore, entre 4 et 10 morts au minimum, il y a plus de disparus, ce qui veut dire des morts, plus une trentaine de blessés, donc la police a tiré sur la foule, encore ce matin, à Djibouti, devant, à proximité de l'ambassade de France, à proximité de toutes les institutions françaises, et américaines maintenant, puisque les Américains sont très implantés. Donc ça ne gêne personne. Donc les témoins ont parlé de cela, ils ont parlé de la corruption, et on n'a pas parlé de viol. Alors le procureur de la République ensuite a pris la parole, et je veux dire qu'il était extrêmement correct, il a dit, bon, il y a 2 articles que le prévenu a reconnus, les autres, ils pourraient ressembler, parce que c'est tiré de la même façon, mais curieusement, il n'y a pas eu de constat d'huissier. Je suis sûr que vous êtes comme moi, si un jour vous voulez vous plaindre de quelque chose qui est écrit contre vous sur Internet, vous allez aller voir un huissier pour le faire constater, comme vous le feriez pour n'importe quel autre constat. Curieusement, il n'y a pas de constat d'huissier, pas du tout. Donc on ne savait pas exactement la date, et on ne savait pas du tout si on les avait vus sur le site. Donc l'idée d'un complot, moi, me paraît tout à fait vraisemblable. C'est que peut-être ce sont des lecteurs qui m'ont envoyé ces articles, qui étaient un peu durs, j'aurais peut-être pu les alléger un peu. Ça, il y a une faute de ma part, je le reconnais, une négligence au moins, mais le fond était vrai. Et puis on a sorti d'autres articles, et puis on a créé un site, et puis en faisant croire que ça venait du mien. Donc c'est une affaire qui a été montée contre nous, car il est certain qu'avec le nombre de lecteurs que je vous ai indiqué, nous dérangeons à la fois la France, les autorités françaises, et nous dérangeons le régime de Djibouti, parce que nous publions. Quand on vous a montré dans le film, dès qu'il y a une information sur l'affaire Borrell, bien sûr la télévision s'arrête. Il y a un masque noir où on passe des chants patriotiques. Bien sûr, quand il y a une conférence de presse de Mme Borrell, M. Guélé a peur, donc il mobilise les gens pour manifester dans la rue leur soutien. Alors, bien sûr, ce sont les fonctionnaires qui sont obligés de venir parce que sinon, ils perdent leur emploi. Mais on manifeste contre la France. Le pauvre Guélé, il faut bien le soutenir. Tout ça, c'est une parodie. Donc, on continue
à vouloir nous faire taire, et je crois que ce procès était une première salve d'essai pour voir s'il réussirait, parce qu'il y a maintenant d'autres sites, et je veux dire qu'on a encouragé à ce qu'il y ait d'autres sites, parce qu'il ne faut pas qu'il y en ait qu'un, parce que sinon on va devenir aussi le site officiel de l'opposition, ce qui n'est pas notre rôle, il faut qu'il y ait plusieurs avis. Donc je pense qu'ils ont essayé ils ont fait un essai pour voir si devant la justice française, ils pouvaient obtenir l'interdiction de notre site, parce que c'était ça qui était à la clé. Alors, je vous donne tout de suite le résultat du jugement qui a eu lieu, qui a été donné, le délibéré a été rendu le 22 novembre. Nous avons la justice, tous les articles qui n'avaient pas été reconnus par moi et qui étaient venus ont été purement et simplement mis en dehors du procès, donc je n'étais pas du tout recherché pour eux. Sur les 3 articles restants, ils en ont retenu 2, dans lesquels ils ont reconnu que les témoins ayant parlé de corruption, ayant parlé de génocide, et c'est pas n'importe quoi, on a parlé de génocide, ayant parlé aussi de détournement, de génocide et de torture, je ne pouvais pas être recherché pour ça. Donc on me rendait coupable uniquement sur les assertions de viol, que nous n'avions pas pu prouver pour les raisons que je vous expliquais. Donc j'ai été condamné. Alors j'ai été condamné à donner 1 euro au général Zakaria. Ça, faut aller le porter à l'ambassade. J'envisage de lancer une grande souscription nationale en demandant à chacun 1 centime pour arrêter de payer. Je ferai la quête tout à l'heure. Voilà. Ensuite, le général Zakaria avait demandé 10 000 euros en plus pour les dépenses, pour les frais de justice. Là, on m'a dit non, il n'aura rien, il n'est pas reçu, donc vous ne paierez pas les frais de justice de M. Zakaria. Et puis sur le plan pénal, j'ai été condamné à une amende de 1 000 euros, mais assortie du sursis. Et le juge m'a regardé, et je veux dire qu'il y a sûrement une dépression, et je vais vous en raconter une très belle. Le juge m'a regardé avec sympathie, m'a dit, vous savez, 1 000 euros, vous n'avez pas à les payer, sauf si vous recommencez. Très gentiment, pour bien m'expliquer que j'avais qu'1 euro à payer. Donc je pense que c'est un jugement tout à fait modéré. Je pense qu'il ne pouvait pas faire autrement en l'occasion, parce que je crois qu'il faut respecter la justice, mais je pense qu'on a tout fait. Le juge a tout à fait compris la situation et il nous a condamnés au minimum. Alors, pour vous parler des pressions de la France, c'est étonnant, parce qu'entre le 18 octobre et le 22 novembre, il s'est écoulé un certain temps que vous êtes capable de compter. Là, le 30 octobre, nous apprenons que l'ambassadeur de France à Djibouti décore le général Zakaria, donc mon adversaire, de la Légion d'honneur, et pas n'importe quoi, il n'est pas chevalier, il passe commandeur au premier coup. Ce que j'avais jamais vu. Alors, pardon ? Il passe commandeur au premier coup, on lui donne la Légion d'honneur, et l'ambassadeur fait un grand discours, une grande réception. Alors, c'est étonnant à double titre, parce que c'était encore le Ramadan. Et on parle d'ailleurs dans la dépêche, tous les participants ont participé au pot d'accueil. Je connais bien la religion musulmane, il y en a sûrement qui boivent sans le dire, mais boire en public, ça je ne l'imagine pas. Donc c'est vraiment qu'on a fait ça, la France a fait ça, je suis très fier, j'ai déclenché le fait que les autorités françaises donnent la médaille de commandeur de la Légion d'honneur, c'est pas n'importe quoi, au général pour le soutenir. Et l'ambassadeur a fait un discours. Et le lendemain, les avocats envoient une lettre au juge, donc en plein délibéré, en lui disant on a des pièces complémentaires à vous donner, voilà la preuve que le général est quelqu'un de bien, la France le reconnaît, lui donne la médaille de commandeur de la Légion d'honneur, et je joins le discours de l'ambassadeur. Ils ont fait les choses très, très correctement, puisqu'ils ont envoyé une copie au procureur de la République et une copie à mon avocat. Et quand on voit le discours de l'ambassadeur, c'est pas un discours sorti d'un site internet, sorti de machine à écrire. Non, c'est son discours écrit par lui, recorrigé par lui, parce qu'il y a toutes ses notes manuscrites. Alors vous voyez la pression montrer au juge que l'ambassadeur est aussi là, puisque l'ambassadeur envoie le discours, son propre discours, donc il s'implique dans le procès. Alors là, nous sommes intervenus en criant scandale, en criant interférence dans la justice, on a écrit aux affaires étrangères, on a écrit au ministère de la Justice. Je dois vous rassurer, on n'a pas de réponse. Ça n'encombre pas nos boîtes aux lettres, elles sont tranquilles. On verra bien si un jour on a une réponse. Donc voilà cette affaire qui est claire, qui est le soutien que nous apportons à Mme Morel, le soutien que nous apportons à la démocratie de Djibouti, eh bien on cherche à nous faire taire par ces moyens-là.
Alors jusqu'à présent, ça n'a pas été plus loin. On ne m'a pas tapé dessus quand je rentre chez moi. Je vais peut-être demander un jour à être protégé, mais enfin, j'espère ne pas en arriver là.